Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Honor 5X. Donc un téléphone qui a fait du grand bruit. Alors là, on a eu la conférence et tout. C'était du grand spectacle presque pour un téléphone à aussi bas prix. C'est même assez étonnant. Je pensais pas qu'il ferait autant de bruit pour un téléphone de milieu de gamme à 200 euros. Ils ont vraiment investi en termes de communication sur les réseaux sociaux et même le fait qu'ils invitent tout le monde en Allemagne, au siège social européen, donc en Allemagne, à Munich. Donc un téléphone qui est tout métal, donc qui se veut vraiment à la pointe. Tout métal, c'est assez rare à 200 euros. Ce qu'on a en concurrence directement face, on a le Idol 3 qui a baissé, qui est à 200. On a le Oppo F1. On a le Motorola Moto X Play qui commence à descendre aussi, qu'on voit régulièrement à 250. On a quelques concurrents. Seul le Oppo F1 est en métal. C'est les seuls qui veulent s'y mettre parce que c'est très chinois le fait de vouloir passer au métal. Les Chinois ne veulent plus de plastique et ils le montrent bien ici. D'ailleurs, ce métal-là, donc il est bien froid, hein, c'est bien du métal. Par contre, l'effet fait très plastique, je trouve, dans le toucher. Il est très lisse, il est presque trop lisse en fait. J'ai pas l'impression de toucher du métal, alors que avec cet aspect brossé, on pourrait croire. Le capteur d'empreinte, je trouve performant. Enfin, il est, il fait son taf. Je veux pas le descendre non plus, mais j'ai le même problème que le G8. Parce que sur le G8, on était à 350 euros et je trouvais que c'est passé beaucoup moins. Le problème, c'est que sur ce Honor-là, là, il réagit plutôt bien d'ailleurs en ce moment. En fait, c'est un G8, c'est un Huawei G8 en plus cheap. Mais apparemment, j'ai l'impression. Alors, sur les premiers jours, c'était absolument horrible à utiliser. Ça l'est un peu moins maintenant, mais ça reste assez horrible. Euh, Là, il réagit plutôt bien d'ailleurs, donc c'est assez étonnant. C'est un téléphone qui a tous les problèmes du Huawei G8 et pas vraiment d'avantage. Enfin, c'est une meilleure optimisation quand même. Mais c'est à peu près comme ça qu'il faut le voir. Par rapport au G8, donc on a un moins bon écran, on a un design qui est plus mastoc, on va dire. Sinon, le G8 était plus en finesse, plus arrondi. Donc après, à voir ce qu'ils peuvent préférer. Mais on est sur deux choses un petit peu très semblables, même. Ce qui est dommage, donc l'écran, on n'est pas sur quelque chose de magnifique. Apparemment, les numériques disaient que pour avoir le meilleur rendu, le truc le plus proche, alors il faut le mettre parce que le problème apparemment c'est qu'il part, enfin moi il part dans les verts, donc c'est pas génial. Il est où la température de couleur? Apparemment il faut le mettre par là pour avoir quelque chose de sympa au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Donc après il faut aimer. Moi je trouve le blanc vraiment vraiment pas beau, pas du tout beau à regarder de base. De base ça donne forcément je me perds. Alors ça a l'air de passer, mais il passe sur les verts normalement, donc c'est pas génial. Et puis les couleurs là, elles se font ternes, c'est pas grave. On sent tout de suite que l'écran est pas génial. Les contrastes apparemment suivent pas non plus. Alors je crois qu'on a le double tap, si je dis pas de bêtises. Non, si. Ah, je sais plus. Euh, oui, si on a le double tap. Après, on a forcément le lecteur d'empreintes qui vient foutre sa merde. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, on a la particularité sur celui-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a le retour. Sur le 5X, on a le retour de descendre la barre de notification, la remonter, faire le bouton retour. Comme le Honor 7. Là où, par exemple, sur le Mate 8, bah, Mate 8, donc, Mate 8, walou, hein, on n'y a pas droit. On n'en veut pas en audio de gamme, mais par contre, on enlève des fonctions. J'ai pas compris l'intérêt, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la gestion des empreintes digitales. Tac. Alors, ce qu'on peut faire, donc on peut là, donc ouais, j'ai deux empreintes digitales, et on peut associer une des empreintes digitales à une ouverture rapide d'application. Écran éteint. Donc, s'il veut bien. Voilà, donc parfois, voilà, par exemple, vous voyez, gros temps de latence, ça peut arriver. En fait, dès qu'on commence à l'utiliser sur celui-là, il va commencer à galérer, vraiment. Euh, donc en fait, ce qui fait que là, si je veux lancer la galerie, voilà. Alors ce qui est con par contre, ce que je trouve très très con, c'est qu'on ne puisse pas le lancer n'importe où.
Moi, la fonction qui disait en fait, c'était vraiment, voilà, on peut ouvrir une application avec les 5 doigts. Bon, alors par contre, arriver les 5 doigts, donc c'est-à-dire qu'on peut ouvrir avec ce doigt-là, c'est génial. Enfin, l'idée comme ça est super, mais en fait, dans la pratique, on pourra mettre que quelques applications. Enfin, je veux dire, on peut à la limite mettre celui-là. Tiens, je vais appeler quelqu'un aujourd'hui, comme disait Mathieu, hein, je vais appeler quelqu'un. Bref, c'est le truc que je trouve un peu. Je sais pas, c'est. Voilà. Donc là, je peux faire comme ça. Non, il veut pas. Non, il veut pas l'effacer. Il est un peu. Voilà, j'ai réussi. Donc là, j'ai galéré en fait, parce que normalement, en fait, quand on va vers le bas et on fait encore vers le bas, c'est censé enlever toutes les notifications. Sauf que bah, il est un peu capricieux et forcément, bah, ça cause des problèmes, comme ce qu'on a là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La fluidité, c'est pas extraordinaire non plus. Là, bon, là, ça a l'air d'aller. Il galère pas trop. Non. Là, ça va. Je sais pas pourquoi, mais ça va. D'habitude, c'est censé être pire, surtout sur le G8. Le G8, tu l'utilisais pas, c'était une horreur. Là, il se maintient bien. Mais lui, ça a l'air plus d'être à l'utilisation. Il commence à péter un câble. Et à devenir pas fluide, à être un peu lent. En fait, le plus chiant. Où est-ce que je pourrais montrer ça? Le plus chiant, en fait, ça va être pour écrire. En fait, au moment où on va écrire, je trouve qu'il y a une latence qui est juste horrible. Et ce qui fait qu'en fait, quand j'écris, euh, donc en fait, quand j'écris là, ça se voit pas trop, mais quand j'écris en fait, donc là j'ai ludo-électromagnétique. Voilà, mais bref. Bah, je ressens une latence vraiment très très forte. Et je vous avoue que quand je réponds, parce que bah pareil, hein, je l'utilise normalement, quand je réponds aux commentaires parfois sur YouTube, quand j'utilise lui, c'est une horreur. Ce qui fait que au bout d'un moment, parfois j'en ai marre et j'arrête parce que ça me saoule. Parce que bah voilà, j'arrive pas à l'utiliser une journée complète avant qu'il me saoule. C'est horrible et c'est chiant parce que bon, pour 230 euros, il a plein d'arguments en soi. L'écran, il est pas mauvais, mais il est juste moyen. Il est passable. Mais l'expérience utilisateur est vraiment mauvaise. En fait, j'ai la même expérience utilisateur que sur le HomeTom, sauf que lui coûte 50 $. Et là, c'est problématique. Enfin, peut-être pas au point du HomeTom, puisque lui, quand même, il s'en sort bien, mais un peu au-dessus. Mais parfois, j'ai vraiment l'impression d'être pareil que sur le HomeTom. Alors, c'est un peu moyen. Ça le fait pas trop. Moi, ça me saoule. Et forcément, ce qui fait que, bah voilà, ça va être comme le G8. Si vous voulez chercher un téléphone en métal, avec l'APN, il est plutôt pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas le stabilisateur comme le G8, mais forcément, à 230 euros, c'est peut-être un peu trop demandé. Mais voilà, si vous cherchez un téléphone en métal avec un beau design, une bonne batterie, un bon appareil photo, c'est pas mal. Et par contre, bah voilà, en fait, à part si le capteur d'empreinte ça, là, il est plutôt rapide en plus, donc je peux même pas dire qu'il est lent, il est rapide là. Mais voilà, si vous n'êtes pas trop exigeant en termes de capteur d'empreinte, il va être plutôt pas mal. Et l'expérience utilisateur aussi, mais par exemple, pour la même configuration, avec une plus grosse batterie quand même, on a donc le Oppo F1 et on a le Oppo R7 Plus surtout, qui lui est en 6 pouces à 300 euros. Et qui partage 99% en gros des caractéristiques du téléphone, sauf une batterie plus grosse, un appareil photo bien meilleur aussi, même si celui-là se démerde vachement bien. Bah, il s'en sort largement mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il est fluide, il est rapide et le lecteur d'empreinte est efficace. Bon, par contre, il n'a pas toutes les fonctionnalités derrière. Ce qui fait que c'est ça que je comprends pas, c'est que EMUI, il y a quand même un problème d'optimisation qui est chiant. Et autant sur les Kirin, ça s'en sort plutôt bien, autant sur ceux-là, sur les Snapdragon, ils ont l'air d'avoir du mal. Enfin, surtout celui-là en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je voulais dire un autre truc. C'est qu'il y aura sûrement des ROM custom qui vont arriver. Le souci, c'est que là où la plupart des Chinois ou même des appareils Samsung, ils sont, malgré le fait que ils soient sur divers opérateurs, etc., pour les Samsung par exemple, on peut faire en sorte de changer les modems pour pouvoir se démerder, pour pouvoir en fait mettre les ROM en fait de telle à telle version. Là, c'est en général, ils sont indépendants entre eux, ce qui fait que quand on fait une ROM pour un appareil, il faut la porter et il faut se faire chier à la porter pour l'autre. En tout cas, sur le Nord 6, c'était ça. Et
à la différence de Xiaomi ou de Oppo, où Oppo fait même le Project Spectrum, où ils ont une, deux, trois versions grand maximum, donc c'est souvent la mémoire qui change ou les antennes et encore. Bah en soi, la grosse différence, c'est qu'il n'y a qu'une seule version en soi. Donc en gros, pour les Xiaomi, tu as une ROM pour les trois téléphones, et les ROM custom, bah pareil, c'est pour les trois téléphones. Là, c'est plus compliqué. Donc, à voir comment va se développer la communauté de ROM custom et pouvoir mettre peut-être à OSP, ce qui pourrait permettre à ce téléphone de bien mieux se hisser en termes de qualité, d'expérience utilisateur, tout en gardant toutes les qualités du téléphone. Sachant qu'en plus, il est dual SIM, donc micro SIM, nano SIM et port SD. Donc, ils sont de là. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait ça en deux tiroirs. Alors qu'il y a des téléphones où on peut mettre tout ça sur un seul tiroir, donc soit en longueur, soit le tout, ils ont agencé d'une certaine manière, comme le Moto Explay. Donc je ne sais pas pourquoi en deux parties distinctes. C'est peut-être au cas où qu'il y ait un des tiroirs qui puisse mal fonctionner. Ils veulent peut-être au cas où donner un côté chance avec les autres. Donc voilà. Donc on en a terminé avec cette prise en main. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur le téléphone par rapport si vous l'avez eu, à d'autres tests, etc. Mais voilà, moi c'est un smartphone qui convainc énormément la presse et moi je suis pas si convaincu que ça. Alors peut-être parce que je suis pas touché par la hype, etc. Honor a tendance à faire monter la hype de façon assez impressionnante sur les réseaux sociaux et au niveau de la presse. Moi, j'aime bien Honor, hein, ils me connaissent bien, etc. Mais certains de leurs produits, bah, ils passent beaucoup moins que par rapport à beaucoup de journalistes. Et le Honor 5X est très bien réussi en soi, mais l'expérience utilisateur est quelque chose de très très important pour moi. Et là-dessus, ils sont quand même perfectibles. Alors après, pour le client lambda, ça suffira largement, mais pour ceux qui sont exigeants là-dessus, ça va les faire chier. Donc sur ce, à bientôt pour le test du Honor 5X.